Chers amis internautes, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre nouveau site en ligne silweb.com porté par le groupe SIL @ spécialisé dans la communication et l'information en ligne. Un site qui vous propose un journal des faits saillants de l'actualité locale, nationale et internationale, en plus du traitement quotidien de l'information générale. Désormais, nous vous livrons les principales informations de la semaine écoulée dans silweb.com, une petite présentation du site et du groupe avec nos techniciens. Nous démarrons ce premier journal de la semaine par la visite de la Commission parlementaire éducation, jeunesse et loisirs de l'Assemblée nationale du Sénégal, accompagnée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mary Teuw Niane, qui était en visite dans le chantier éclaté de l'Université de Thiès. Selon Mary Teuw Niane, l'objectif du président de la République, c'est de faire de Thiès un pôle universitaire fonctionnel durant l'année 2017. Reportage. À moins de 6 mois de la fin de leur mandat, les députés membres de la commission éducation, formation, jeunesse et loisirs ont décidé d'exercer un droit de contrôle sur l'exécution du budget alloué au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est ainsi que ces derniers ont effectué en compagnie du ministre Mary Teuw Niane une visite des travaux engagés dans le campus éclaté de l'université de Thiès. On a vu qu'il y a les travaux qui avancent et que dans le cadre du plan Sénégal émergent, le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de réaliser la vision du président Macky Sall dans ce qui lui a été confié, c'est-à-dire la recherche et l'enseignement supérieur, avec beaucoup d'innovations et beaucoup de chantiers qui sont en train d'être réalisés. École nationale supérieure d'agriculture, dont certains travaux sont achevés à 100%, l'auditorium de l'université de Thiès exécuté à 100%, les chantiers très avancés de l'UFR Santé, de l'école polytechnique ou encore de l'ISEP ont fait la fierté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Lorsqu'il y avait des difficultés, les honorables députés ont travaillé avec le ministère, avec les partenaires sociaux pour aplanir les difficultés. Et je voudrais donc les remercier à nouveau. Selon Mary Teuw Niane, plusieurs milliards sont ainsi mobilisés pour faire de Thiès un pôle universitaire fonctionnel d'ici juin 2017. Pour prévenir et lutter contre les abus sexuels dans les missions onusiennes, une trentaine d'officiers de l'armée et de la gendarmerie sénégalaise a participé à un atelier de formation du personnel des missions de maintien de la paix sur la prévention et la lutte contre les abus. Un séminaire organisé par les structures Africa, Solidarité, Paix et Développement et l'ambassade de la Grande-Bretagne au Sénégal, suivant ce reportage. Après 44 accusations de viol contre les forces de sécurité et de défense dans différents théâtres d'opération de maintien de la paix, le Conseil des Nations Unies tire la sonnette d'alarme et décrète la tolérance zéro. Soucieuses de leur image, les forces de défense et de sécurité sénégalaises qui ne sont pas encore indexées dans de telles pratiques acceptent d'aller à l'école des concepts de genre et d'équité. Nous avons bien apprécié ce qui a été enseigné aux stagiaires et en retour nous attendons à ce que tout ce qu'ils ont pris comme enseignement, comme connaissance soit répliqué au niveau des troupes qui vont être engagées prochainement. Un atelier de 2 jours a ainsi réuni une trentaine d'officiers de l'armée sénégalaise et de la gendarmerie à Thiès dans le cadre du projet pilote formation du personnel des maintiens de mission de la paix. Féliciter parce que les contingents sénégalais ont rarement eu des cas d'abus ou d'exploitation sexuelle. Aujourd'hui, vous avez les Nations Unies qui a donc décrété une politique de tolérance zéro. Donc lorsque des cas d'abus se présentent, il y a l'investigation. Une investigation au niveau du contingent, mais également au niveau du pays. Ainsi donc, grâce au Centre panafricain pour le genre, la paix et le développement Femmes Africa et l'ambassade de la Grande-Bretagne au Sénégal, des officiers de l'armée sénégalaise et de la gendarmerie ont dit toute leur satisfaction d'avoir participé à cet atelier. Ça nous a permis d'acquérir des connaissances sur le concept genre et aussi de comprendre les violences basées sur le genre dans les théâtres d'opération.
Donc c'est très bénéfique pour nous dans la mesure où nous sommes appelés à être déployés dans des théâtres d'opération. Un atelier qui doit être démultiplié par ses officiers au reste des troupes en partance dans ses missions de sécurisation. Nous restons dans ce registre, mais cette fois-ci avec les civils et particulièrement dans le milieu scolaire où le projet Autonomisation et participation citoyenne des femmes et des filles en partenariat avec Equitas Sénégal ont organisé un atelier de sensibilisation sur les violences faites aux filles en milieu scolaire avec des élèves mères ou en état de grossesse en pleine année scolaire. Reportage. J'ai été victime d'une grossesse en milieu scolaire. Ça s'est passé presque en fin d'année, quand je faisais la troisième. J'ai réussi à faire l'examen du BFM et j'ai réussi. Mais je n'ai pas pu continuer la seconde parce que j'avais des difficultés. Déjà, je devais marcher de chez moi jusqu'au lycée. Et c'était difficile. Une fois là-bas aussi, c'était difficile pour moi de monter les escaliers à chaque fois, 2 ou 3 fois dans la journée. C'est la raison pour laquelle j'ai dû arrêter les études. Ça m'a bloqué. Et une part aussi, j'ai eu des difficultés à la maison parce que ma mère, mon père, mes soeurs, mes frères m'avaient laissé. Ils étaient fâchés contre moi. En fait, c'est très difficile, mais vu les situations, on est obligé d'y faire. Et comment cela se fait? Il y a des conséquences parce qu'il y a l'abandon des études, le mépris des parents, des profs comme la résistance. Mais vous n'avez pas abandonné. Vous continuez les études. La visite du président gambien Adama Barrow à Tivaouane a aussi marqué l'actualité de la semaine. En effet, dans le cadre d'une visite de travail avec son homologue sénégalais, le président gambien a tenu à remercier les guides religieux qui l'ont accompagné par des prières pendant l'élection présidentielle de décembre dernier, mais surtout durant la période contentieuse qui s'en est suivie. Une autre visite qui a marqué l'actualité, c'est celle du khalife général des Khadres basé en République islamique de la Mauritanie et donc qui a marqué aussi tous les esprits car au moment où les relations entre gardes-côtes mauritaniens et pêcheurs sénégalais sont très heurtées, Cheikh Aya Aïdara a saisi l'étape de la tournée à Thiès pour inviter les présidents du Sénégal et de la Mauritanie à préserver davantage la stabilité entre les deux pays. Le Sénégal et la Mauritanie, c'est certes deux pays séparés par un fleuve, mais c'est un seul peuple. Et ce, bien avant que Macky Sall ne soit président de la République du Sénégal et Mohamed Ibn Abdul Aziz, président de la République islamique de la Mauritanie. Un peuple qui a tout partagé, même son histoire. Et voilà pourquoi ceux qui dirigent les deux pays doivent veiller davantage à la stabilité des deux territoires qui en réalité ne font qu'un. Donc, nous prions pour que la paix continue de régner. Nous ouvrons la page politique de cette actualité de la semaine écoulée avec les inscriptions sur les listes électorales qui ont pris une tournure nouvelle à Pekes dans le département de Tivaouane du fait des enjeux électoraux. Ici, c'est le maire qui accuse ses adversaires politiques de fraude en vue d'effectuer un transfert d'électeurs. Les inscriptions pour l'obtention de cartes d'identité biométrique et cartes d'électeurs ont fini de prendre une nouvelle tournure dans la commune de Pekes, département de Tivaouane, du fait des enjeux électoraux de juillet 2017. En effet, le maire de Pekes dénonce la confection de faux certificats de résidence pour d'éventuels transferts d'électeurs.
Or, au lieu de venir chercher des risques à Pékesse, ils ont établi leur propre état civil à Pékesse, en créant leurs cachets et leurs nominatifs, et les imprimer et fournir des certificats de résidence à tout et à travers. Ils ont inscrit pas mal de 1000 personnes à Touba. 1000, je dis bien 1000. Le maire de Pékesse, qui a ainsi accusé l'ancien PCR et ancien DG de la Sénélec, dit être prêt à tout pour barrer la route à ceux qu'il a déjà qualifiés de fraudeurs. Pas plus tard que jeudi passé, ils ont amené 5 cas, 6 cas à Darmoussi pour l'octroi de certificat de naissance, d'extrait de naissance. J'y étais là-bas avec mes gars, mes jeunes. On a barré la route. J'étais parti voir le maire de Darmoussi, l'officier d'état civil, le sous-préfet, le commandant de brigade, le président du tribunal de Kébémer pour les avertir. Et le président m'a dit qu'il n'est pas compétent de fournir des actes hors département Kébémer. Donc ils n'ont qu'à rentrer. On est resté là jusqu'à 18h pour les barrer la route. Ils ont rentré produit. Nous avons le calendrier des agences foraines de Kébémer. Chaque jour, nous sommes prêts pour les barrer la route. Le maire et ses camarades ont d'ailleurs déclaré avoir porté plainte contre X pour faux et usage de faux pour, disent-ils, que cette affaire soit tirée au clair le plus rapidement possible. Nous restons dans ce registre, mais nous quittons le département de Tivaouane pour celui de Thiès. À Keur Mousseux, les inscriptions sur les listes se déroulent correctement, si l'on en croit le maire de la localité, qui, en marge de la finale de la Coupe du maire, donc a confié que tout se déroule comme sur des roulettes en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales. Particulièrement la jeunesse, pour que cette jeunesse puisse jouer ce rôle sur ces deux entreprises, à savoir Dangote et l'aéroport international de Blaise Diagne. Pourquoi? Parce qu'il faut les préparer pour les postes de responsabilité. Ça aussi, ça demande beaucoup de sacrifices quand même. Ça demande aussi de qualifications quand même. Mais on est en train de voir avec nos jeunes, on est en train de faire le recensement pour voir les jeunes cadres qui sont dans notre commune pour les insérer demain, peut-être dans ces sociétés-là. Un mot de politique rapidement, M. le maire. Où en êtes-vous avec les inscriptions sur les listes? Les inscriptions sur les listes, ça marche très très bien dans la communauté. D'autant plus que nous avons deux commissions qui travaillent jusqu'à 1h du matin parfois. En tout cas, le moment où je vous parle, on est à plus de 70% des inscriptions. En sport, nous recevons pour vous l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale des années 70, Jo Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous fait ici une analyse de la participation de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Suivons l'entretien. D'abord, de vives félicitations à l'adresse, à l'endroit du staff technique dirigé par Aliou Cissé et ses autres composantes, mais des félicitations, encouragements aussi à l'adresse et à l'endroit aussi de la Fédération sénégalaise de football. C'est vrai que plein d'espoir avait tapissé en tout cas la conduite de cette équipe nationale, à savoir gagner éventuellement la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, le Sénégal s'est heurté justement au Cameroun, a été éliminé donc en quart de finale. Je crois que jusqu'au quart de finale, c'est une équipe en tout cas à féliciter pour avoir su dès les premiers matchs prendre l'initiative. L'initiative, c'est l'offensive, c'est gérer mentalement le match et puis prendre des initiatives aussi bien collectives qu'individuelles jusqu'en quart de finale où réellement nous avons succombé suite à des tirs au but, suite à un penalty qui a été raté. Et pour revenir maintenant au jeu, lors de ce match contre le Cameroun, je crois qu'on n'a pas pris suffisamment d'initiatives
pour déloger le bloc équipe du Cameroun qui était dans une situation de défense, une situation très basse. Le football est un jeu collectif, certes, mais qui autorise aussi des initiatives individuelles. Je crois que sur ce plan, nous avons fauté. Mais on se divise en deux. Il y a dans cette équipe une grande discipline, un cadre de communication que j'ai beaucoup apprécié. Mais il y a aussi à travailler dans le sens justement du bloc équipe. Quand nous avons le ballon, les principes qui interviennent dans le cadre du bloc équipe, dans ce cadre référentiel, nous avons le ballon, comment justement procéder grâce à des initiatives collectives, grâce à la circulation de balles à sens contradictoire, comment utiliser ce tout justement avec et sans ballon pour obtenir les équilibres collectifs de l'équipe adverse. Quand nous n'avons plus le ballon, comment reconstituer rapidement le bloc équipe pour nous permettre justement, sur la base de voies et moyens, de trouver comment reconquérir le ballon et passer de la défense à l'attaque et de l'attaque à la défense, du point de vue de la constitution, de la reconstitution rapide du bloc équipe. Sur ce plan, nous avons souvent eu des défaillances. Je pense qu'il y a quand même une remarque aussi pertinente aussi au niveau du jeu, à savoir qu'eux se divisent en deux. Il n'y a pas juste tout simplement que des aspects positifs, il y a eu aussi des aspects négatifs. Parce que tout simplement, le football est un jeu certes collectif, mais qui autorise, qui permet des initiatives individuelles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par là, par exemple, un dribble qui élimine, qui provoque, quoi encore, le jeu sans ballon, jouer sans ballon. Mais nous sommes justement, nous avons été victimes de ceci. Pratiquement notre jeu s'est limité à un jeu au poste. Or, il faut parvenir à faire circuler le ballon, mais il faut aussi jouer sans ballon. Il faut des combinaisons à 2, à 3, la recherche du quatrième jeu. Il faut des combinaisons, en tout cas, orientées vers la recherche permanente du contre-pied, du déséquilibre collectif. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de joueurs capables d'apporter ce plus-là, ou c'est l'entraîneur ou l'encadrement technique qui n'a pas su, en tout cas, orienter l'équipe vers ça? Il me semble que l'équipe avait pour souci de conserver collectivement le ballon sur la base d'une circulation, mais que cette circulation aurait dû être axée sur la recherche du déséquilibre grâce à l'apport positif du jeu sans ballon. Malheureusement, nous sommes contentés de rester à un jeu au poste dans une tendance de conservation collective du ballon. C'est à ce titre justement que je fais la remarque. Nonobstant cela, je crois que voilà une équipe à encourager, à féliciter. La critique, je l'ai effectuée, on se divise en deux. Mais je dis que dans cet effectif de 23 joueurs qui étaient présents à la CAN, à Libreville et à Franceville, au Gabon, il y avait 23 joueurs. Parmi ces 23, 22, les 22 évoluent hors du Sénégal. Il n'y a qu'un seul qui était issu de ce pays. Donc je dis qu'il va falloir songer justement à relever le niveau du football national sénégalais, du football local. Parce qu'à mon avis, il va falloir avoir des voies et moyens, des capacités, des possibilités pour renouveler les élites. Par exemple, ma critique observation et mes observations ne se limiteront pas justement au simple constat du football. Je dis aujourd'hui que c'est l'ensemble du sport national sénégalais qui est en crise, qui a des défaillances. Voilà donc le doyen Jo Diop qui marque ainsi la fin de cette première édition des faits saillants de l'actualité proposée par votre nouveau site en ligne silweb.com qui vous donne rendez-vous prochainement.